Bonjour à toutes et tous. Merci d'avoir pu vous connecter et de participer finalement à notre premier webinaire en ce qui concerne donc les JOP 2024. Un webinaire évidemment très axé sur les défis logistiques et les impacts sur la circulation urbaine qui vont concerner assez fortement le secteur d'ici quelques mois. Et donc nous avons souhaité mettre à disposition, en tout cas, toute l'information que nous avions aujourd'hui sur la question, au travers des travaux que l'on peut suivre, de l'actualité et des échanges qu'on peut avoir, bien sûr, avec l'administration. C'est un webinaire où je serai, alors déjà, pardon, mais Jérôme Douy, je suis Jérôme Douy, Union TLF, et je représente donc le pôle développement durable, logistique urbaine et multimodalité. Et donc, je suis accompagné pour ce webinaire d'Olivier Poncelet, le délégué général de l'Union TLF, et Morgane Verdure, chargé de mission développement durable, donc au sein de l'Union. Ce qu'on vous propose un rythme donc en 2 temps. Morgane, si tu veux bien passer sur le sommaire, voilà, avec 5 parties. Donc, éléments de contexte. Olivier reviendra sur les éléments un peu de cadrage pour que tout le monde ait bien la bonne information sur le rythme et puis les différentes démarches collectives que l'Union TLF a pu entreprendre. La gestion des périmètres de sécurité, déploiement des outils de communication qui est en train de s'installer. Le calendrier, vous verrez, on a essayé en tout cas de synthétiser, mais de vous donner vraiment un aperçu aujourd'hui jusque l'après-JO, finalement, de l'ensemble des séquences, les grandes étapes donc du calendrier qui va s'installer et sur lesquelles il faudra être très attentif. Une petite évaluation des impacts en matière d'activité économique, ce qui vous permet déjà d'avoir une première vision finalement au travers peut-être de vos activités en matière de flux logistique au niveau de Paris. On sera très orienté Paris intramuros, puisque vous verrez les données qu'on a réussi à obtenir étant Paris intramuros. Et puis, bien sûr, de rebalayer les actions de l'Union TLF, mais surtout les points d'attention qui vont nous tenir encore pendant plusieurs semaines. Donc, comme je vous disais, donc, je pense qu'on va s'arrêter, en tout cas pour recueillir quelques questions si besoin, après l'étape numéro 2, puis on continuera à dérouler jusqu'à la partie 5, où après cette partie-là, on s'autorisera évidemment d'avoir un temps d'échange avec vous, recueillir vos questions du chat ou tout simplement recueillir les mains levées qui se mettront au fur et à mesure. Voilà, merci. Olivier, écoute, ce que je te propose, c'est de commencer avec un peu les éléments de contexte et les actions de l'Union TLF. Ouais, merci Jérôme, merci. Bonjour à tous. Olivier Poncelet, donc délégué général de l'Union TLF. On va essayer de faire un webinaire court, efficace pour vous dans vos agendas qui sont bien remplis. C'était quand même important pour nous de faire un point à date. On est maintenant fin novembre, on est à M-8 des Jeux Olympiques. Donc le premier objectif, c'est de vous informer de ce que l'on sait et aussi de ce qu'on ne sait pas. Ça nous semblait quand même important de vous donner tous les éléments dans un contexte, compte tenu de l'ampleur de l'événement où bien sûr il reste un certain nombre d'incertitudes, et parallèlement où nous sommes en contact avec beaucoup d'interlocuteurs publics, que ce soit au niveau de la préfecture de police, au niveau des métropoles, au niveau de la ville de Paris, au niveau du ministère des Transports, du ministère de l'Intérieur. Donc ça nous semblait utile de vous consolider toutes les infos à date, de vous donner les éléments clés de notre mobilisation, nos points de vigilance, on va y revenir, et puis bien sûr de vous donner aussi un petit temps de parole pour pouvoir remonter, vous, vos points d'attention. On sait aujourd'hui qu'on a évidemment des adhérents qui sont très impliqués dans nos travaux, certains qui sont peut-être un petit peu plus éloignés. Donc l'idée, c'est aussi de mettre tout le monde au même niveau d'information. Pour certains, un certain nombre de choses seront déjà connues, pour d'autres, ils sont plus éloignés. Mais c'est aussi le contexte d'une fédération qui est d'informer l'ensemble de ses adhérents. Donc sur les éléments de contexte rapidement, pour vous dire que côté Union TLF, on a pris ce sujet maintenant il y a longtemps, puisque dès 2019, on a initié une démarche collaborative dont je ne vais pas vous faire toute l'histoire, mais pour vous dire que notre objectif, c'était d'embarquer un collectif qui regroupe non seulement la partie transport et logistique, bien sûr, mais aussi l'ensemble des acteurs économiques qui sont
impactés par la logistique urbaine pendant les Jeux Olympiques, de manière aussi à peser plus fort auprès des différents pouvoirs publics. Donc ça s'appelait le Club Logistique en Or. Et puis peu à peu, c'est devenu une démarche plus structurée en lien avec le ministère des Transports, donc la DGITM. Et c'est devenu la démarche LUJOP, qui regroupe une trentaine d'organisations professionnelles qui représentent la quasi-totalité des acteurs de la logistique urbaine, et donc avec une sorte de triumvirat entre la métropole du Grand Paris, Interlude, la ville de Paris et puis le Club Logistique en Or, donc co-animé par l'Union TLF. Donc ça, c'est vraiment la démarche qu'on porte, c'est d'essayer depuis maintenant 3-4 ans, d'avoir une sorte de force de frappe en termes de collectif, parce qu'on sait évidemment que les sujets seront nombreux, et plus on est aligné, meilleur on sera pour vous. Le deuxième élément de contexte qu'on connaît maintenant assez clairement, bien sûr, c'est les éléments de calendrier, mais c'est toujours bien de les rappeler. Donc vous avez ici les dates des Jeux Olympiques de Paris, cérémonie d'ouverture, épreuve olympique et cérémonie de clôture, et puis les Jeux paralympiques, il ne faut pas les oublier non plus, puisqu'en plus on va arriver dans un contexte de logistique urbaine où la vie aura peut-être en partie repris davantage, puisqu'on arrivera au niveau de la rentrée début septembre. Vous avez aussi une petite cartographie des sites olympiques, donc on vous le disait, il y a Paris, mais il n'y a pas que Paris. Ce sera aussi un des points qu'on évoquera tout à l'heure dans le webinaire, puisque il va falloir aussi qu'on soit vigilant sur l'ensemble des sites logistiques, y compris autres que Paris. Je vais reprendre sur cette deuxième partie. L'idée ici, c'est vraiment de vous présenter les grands principes sur les dispositifs de restriction qui ont été prévus par les différentes autorités compétentes, donc notamment la préfecture de police. Nous allons revenir un peu plus tard dans le webinaire sur vraiment l'arbitrage et les décisions qui sont prises vraiment sur les modalités de ces dispositifs-là. Ici, vous allez retrouver un peu les grands principes. Donc, le dispositif, en tout cas les restrictions, elles se partagent sur deux volets. Dans un premier temps, on va avoir des voies réservées sur certains axes dans Paris et en Île-de-France. Donc, c'est la cartographie que vous avez à l'écran. Ça concerne environ 186 km dans Paris. Ces axes réservés, ils seront à destination de certaines typologies de flux et de mobilité propres aux Jeux Olympiques. Donc, vous aurez par exemple les athlètes ou les médias. Ces différentes voies, elles ont été listées par décret, elles ont fait l'objet d'un décret, mais elles ont été transposées par la carte, par le site, par la démarche justement Interlude Lutte Plus, afin d'en faciliter la lecture. Donc, vous pourrez cliquer sur la cartographie que vous avez à l'écran quand on vous communiquera le support pour arriver à une carte un petit peu plus interactive et plus détaillée, évidemment. Ces axes-là, ils devraient faire l'objet d'une modification et d'un nouveau décret, même si cette modification, elle est marginale. Et ce que l'on sait à date également, c'est qu'il ne devrait pas y avoir de grandes différences entre les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques sur ces axes-là. Ce que vous avez à l'écran, c'est un peu le panel possible de voies réservées. On n'a pas encore le détail d'effectivement des voies qui seront réservées où et quand, mais on connaît un petit peu les règles qui ont été fixées pour leur utilisation. Donc, elles ne seront pas actives entre les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques. Donc, ça concernera vraiment les 2 fois 2 semaines. C'est les périodes que Olivier vous a présentées juste avant. Et sur le principe, elles seront également fermées constamment. Donc, elles n'auront pas un fonctionnement dynamique comme on pouvait le penser au début. Mais elles pourront exceptionnellement être ouvertes à certains endroits et pour certaines périodes. Mais ce sera vraiment de façon casuistique. Donc ça, c'était les principes pour les voies réservées, en tout cas sur la période des 2 semaines à chaque fois pour chacun des jeux. Il y a quand même des dispositifs assez spécifiques qui vont être mis en place pour les événements ponctuels. Donc ça concerne notamment les épreuves sur route, comme les marathons, les triathlons ou les épreuves de cyclisme. Donc là, on a un peu moins d'informations sur les principes, mais on peut supposer qu'on retrouvera ce qu'on a pu vivre pour les test events pendant le mois d'août, c'est-à-dire une fermeture aux abords de ces parcours-là, quelques heures avant le début de l'épreuve, et une réouverture le long de l'axe après les différents passages. Mais aujourd'hui, on n'a pas
on n'a pas d'informations ou de détails sur ce sujet-là. Les informations, elles seront diffusées au fur et à mesure des validations par les autorités, donc notamment la préfecture de police. Aujourd'hui, on connaît les 3 parcours que vous avez à l'écran, donc c'est-à-dire le parcours du contre-la-montre, du marathon et de la course en ligne de cyclisme. Ce qu'on ne connaît pas encore, c'est le parcours relais de la flamme olympique, donc le parcours détaillé qui va avoir lieu en Île-de-France et dans Paris. Donc le parcours aura lieu sur toute la France, puis en Île-de-France et à Paris. Sur la partie Île-de-France et Paris, ce sera du 14 juillet au 26 juillet, le 26 juillet étant la cérémonie d'ouverture. Donc là, on attend le parcours détaillé de la femme pour connaître les restrictions également aux abords de ce parcours-là. Les dispositifs de restriction qui sont mis en place, ils concernent dans un second temps directement les sites olympiques. Donc, ça va être les périmètres de sécurité qui vont être mis aux abords de ces sites. On connaît également les principes qui se déclinent en 2 zones. Une première zone rouge aux abords directs du site olympique avec une circulation très restreinte. Notamment pour la partie motorisée, les seules personnes pouvant rentrer seront les ayants droit. Donc, il y aura une liste d'ayants droit avec certaines modalités d'entrée et d'accès. La liste des ayants droit, on ne la connaît pas encore à date non plus. Elle n'a pas été communiquée par la préfecture de police. Et la zone bleue, qui sera une zone où le transit sera interdit. Par contre, la desserte locale sera possible. Donc là, sur la temporalité des périmètres, ce que l'on sait, c'est que les périmètres seront activés aux amont. Donc sur la partie zone bleue, ce qu'il y a à savoir, c'est que les véhicules de livraison seront autorisés, mais ils devront justifier d'un intérêt pour se rendre dans la zone. Pour justifier justement de cet intérêt, il y aura besoin de présenter un justificatif qui sera sûrement un document de transport, un bon de livraison ou un bon de commande. Voilà, il y aura différentes typologies de documents qui seront sûrement autorisés, mais qui devront présenter certaines informations pour justifier de la livraison. Dans la zone rouge, là, les restrictions seront très accrues. Donc, les livraisons seront probablement autorisées, mais elles devront s'effectuer de manière pédestre ou en vélo, en cyclo-cargo. Donc là, il y aura des contrôles visuels ou des chiens spécialisés à l'entrée de ces zones-là pour rentrer. Ce qu'on sait en termes de temporalité des périmètres, c'est que les zones devraient être activées en amont de la première compétition de la journée et devraient prendre fin après la dernière compétition de la journée, donc selon le calendrier des épreuves et des différents sites olympiques. Pendant les phases de montage et de démontage, il ne devrait pas y avoir d'application de ces zones, même si l'environnement, en tout cas les abords des périmètres, restent évidemment très perturbés. Et pour les sites temporaires, la phase de montage démarre en avril et début avril, tous les sites seront en configuration finale. Il y a un point d'attention très particulier. J'ai dit quoi? Pardon. Début juillet. Il y a un point d'attention très particulier qui est celui de l'entrée sur les zones bleues et sur les zones rouges d'accès, peut-être de mise en place de corridors logistiques ou en tout cas de points dédiés logistiques et de points d'entrée. Et puis également peut-être la mise en place d'outils qui pourraient faciliter les livraisons, notamment des outils de réservation d'aires de livraison aux abords, donc dans la zone bleue, aux abords de la zone rouge pour pouvoir accéder plus facilement à la zone rouge. Donc des outils comme Delivery Park ou encore la mise en place d'outils comme sur la base de ZFE Green, donc des outils d'itinéraire également qui intégreraient ces restrictions pour pouvoir y accéder. Sur la partie communication, donc là, l'UJOP se trouve vraiment au centre d'une constellation d'acteurs publics et privés, donc notamment beaucoup en lien avec la DGITM et la ville de Paris. La DGITM déploie certains outils pratico-pratiques
Donc, ce que je disais notamment sur l'intégration des restrictions ou alors la mise en place de zones d'aires de livraison réservables. Et également un outil qui s'appelle le Travel Event Management, donc qui est un outil de communication que je vais juste vous présenter un petit peu plus ensuite. Et pour la partie Ville de Paris, donc la Ville de Paris, elle est vraiment sur la partie communication aux acteurs de proximité. Donc la Ville de Paris a mis en place une newsletter à laquelle vous pouvez tout simplement vous inscrire, qui récapitule toutes les informations concernant les restrictions. Donc, les différents outils de communication qui sont en cours de développement, on a surtout le Travel Demand Management, qui est une démarche qui est portée par la DGITM et qui va permettre de communiquer surtout l'information froide en amont des jeux pour réguler la demande de transport. Donc, il y aura plusieurs messages de bonnes pratiques, en tout cas, qui vont être diffusés par le ministère. Donc, c'est ce qu'eux appellent les leviers des 4D. Donc, vous avez décalé les horaires de déplacement, détourné le mode de déplacement, donc utiliser un autre mode, pédestre ou en cyclocargologie, diminuer les flux ou dévier son itinéraire. Donc là, l'idée, c'est vraiment de toucher un maximum d'acteurs, que ce soit les professionnels ou le grand public. Et cette plateforme-là, elle va vraiment centraliser l'ensemble de l'information et renvoyer ensuite vers des sites qui vont être plus développés ou plus détaillés. Donc, le site renverra notamment vers la préfecture de police. Et l'idée, c'est également que le TDM renvoie sur une plateforme de référence qui sera mise en place par la démarche LUJOP, justement, qui correspondra à la brique logistique du TDM, donc de façon assez opérationnelle, en centralisant l'ensemble des informations, des bonnes pratiques et des outils à disposition. Donc, c'est là que vous trouverez notamment l'outil ZFE Green dont je vous parlais, donc plutôt de pouvoir proposer des itinéraires bis qui prennent en compte les restrictions de circulation. Donc, il y a aussi, là, c'est surtout sur la partie DGITM, il y a des coopérations qui sont en cours avec les principaux opérateurs d'itinéraires, type Waze et Maps, pour intégrer également les périmètres bleus et rouges dans ces outils-là. Et je laisse la main à Jérôme pour vous présenter le calendrier plutôt d'arbitrage et de prise de décision. Merci Morgane. Alors peut-être avant d'aller sur cette partie-là, parce que en fait, au fur et à mesure que évidemment tu évoquais la partie réglementation, dans le chat plusieurs questions arrivaient, donc en petit temps quand même, on peut se laisser quelques minutes là pour essayer tout du moins de répondre aux différentes questions. Alors je ne vais pas tous vous citer, à moins que vous ayez nécessité de prendre évidemment, enfin d'évoquer directement la question. Je vais les prendre un peu au fur et à mesure. Les acteurs de la logistique des jeux auront aussi accès à des voies réservées, PL compris, poids lourd compris. Alors, il n'y a pas de. C'est pas une question. Hein. Ah, c'est pas une question, pardon. Donc c'est une affirmation. Oui, c'est donc Sacha Schatzley. Je représente Seva Logistique. Voilà. Et nous, on est acteurs pour la logistique des jeux en eux-mêmes. Et donc, les voies réservées seront aussi accessibles aux acteurs qui vont du coup s'occuper de l'approvisionnement des sites. D'accord, donc vous-même et puis un certain nombre de sous-traitants. Exactement. Ou nos concurrents sur la partie famille olympique, donc les partenaires JO. D'accord. On est bien d'accord, c'est uniquement les acteurs de la logistique pour les jeux et pas les acteurs de la logistique pour la logistique du quotidien, comme on appelle. Hein. Exactement. Alors qu'il n'y ait pas de confusion. Hein. Ce sera deux logistiques qui vont se croiser, mais évidemment fondamentalement différentes. Et puis, malgré tout, avec des accès différents. Tout à fait. Merci de cette précision. S'agit-il d'axes réservés ou de voies réservées ? Alors, je ne sais pas si tu veux répondre, Morgane. Oui, alors de ce que l'on sait, ce seront des voies réservées sur certains axes. Ce ne seront pas des axes complets, en tout cas. Et je peux répondre directement à la question suivante sur la manière dont seront délimités les axes. Alors,
pareil, de ce que l'on sait aujourd'hui sur le principe, il n'y aura pas forcément de règles. Selon la typologie de voies, ça pourra être seulement des affichages, mais il y aura sûrement certaines voies qui seront vraiment délimitées de façon physique, avec des dispositifs type plot et des choses comme ça, ce qui explique notamment que les voies peuvent être difficilement dynamiques, c'est-à-dire ouvertes, fermées, et qu'elles resteront probablement fermées durant les jeux. Alors, une autre question, auprès de qui doit-on déclarer pour les ayants droit, mairie, préfecture, COJO? Malheureusement, c'est encore un tout petit peu prématuré. On n'a encore pas toutes les réponses, mais on devrait les avoir d'ici peu. Ce qui a été demandé, c'est quand même un guichet unique. Hein. C'est d'éviter d'avoir des demandes à tout va à différents étages de l'administration. Donc, il a été quand même particulièrement demandé dans la construction, dans la gestion des différentes demandes, donc un guichet unique qui soit installé. Alors, toujours pas d'infos sur l'étendue des périmètres, notamment rouges. Alors non, sur les cartographies exactes des différents périmètres autour des sites, on ne les connaît toujours pas. Donc elles sont en cours d'arbitrage et de décision. C'est ce qu'on va vous présenter un petit peu. C'est ce que Jérôme va vous présenter aussi un petit peu après. Donc je m'avance. Oui, on a essayé de faire quelques projections par rapport à ce que donc aux échanges qu'on a pu avoir avec différents services de l'administration, sachant que le périmètre rouge, de ce qu'on comprend, bon, évidemment, on n'a pas l'étendue exacte, la surface précise en fonction des sites. Mais c'est en principe le périmètre bleu qui sera beaucoup plus important que le périmètre rouge. Le périmètre rouge, il faudra certainement, en tout cas, on pense que ça va être ce type-là, assez proche en fait du site olympique, peut-être une 50aine de mètres, et ensuite un périmètre bleu plus dynamique pour la déviation en fait des flux s'il n'y a pas d'objet à être présent sur cette partie-là. Donc, ça rejoint peut-être la question qui est juste après. Pour les zones bleues, les justificatifs au format numérique. Alors, hop, comme il y a plein de questions, au format numérique suffisent. C'est ce qui va être déterminé avec la préfecture de police. Hein, je réponds à ta place, Morgane, mais vous le verrez dans le cadencement de l'agenda. On va rentrer d'ici quelques jours dans une phase de concertation et d'échange avec la préfecture de police sur ces questions-là. L'étape de restriction pour rentrer sur les périmètres bleus sera évidemment pas les mêmes que pour la partie rouge. Et sur ce périmètre bleu, ça fait effectivement partie des points d'interrogation sur des secteurs aussi importants quand on fait ne serait-ce qu'un cercle autour d'une zone olympique. Il y a une multitude de rues, donc il y aura certainement des concentrations en matière de passage, peut-être même des corridors logistiques. Et il va falloir voir avec les services de contrôle comment est-ce qu'ils vont pouvoir gérer les documents qui sont demandés, les formats qui seront demandés. Il y aura peut-être même une réflexion sur un guide approprié pour que les services de contrôle soient évidemment outillés et bien en tête tout ce que la logistique peut avoir en matière de documents pour accéder à cette zone-là. En tout cas, c'est ce premier périmètre, s'il y a encore besoin d'aller d'ailleurs sur le deuxième périmètre qui est encore conditionné, comme tout à l'heure l'a dit Morgane, à un autre type de livraison plus pédestre pour un cycle logistique. Alors ensuite, pour les zones bleues 1, temporalité en amont, première compétition et fin après, dernière compétition, y compris zone rouge. Donc, je ne sais pas si tu saisis. Voilà. Oui, je prends la question. De ce que l'on sait, ça comprend les deux zones. Donc, les zones rouges n'auraient pas vocation, si je comprends bien la question, n'auraient pas vocation à rester actives durant les 2 semaines et que ce soit seulement la bleue qui serait activée, désactivée
en fonction des différentes compétitions. Donc, ce seraient vraiment les 2 zones qui seraient activées et désactivées. Y a-t-il des horaires pour accéder aux zones bleues? Les livreurs devront-ils présenter un laissez-passer? Alors, au niveau des horaires sur les zones bleues, non. Les livraisons en soi restent tout le temps accessibles, mais lorsque les zones sont activées, c'est sur présentation d'un document. Donc, c'est ce que je présentais juste avant. La nature même du document, aujourd'hui, on ne la connaît pas encore, les modalités exactes d'accès, mais si on se réfère au test event qu'on a pu connaître cet été, ce serait notamment un bon de commande ou un bon de livraison. Après, lorsque les zones bleues sont désactivées, là, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de restriction et les livraisons, voilà, il n'y a pas du coup de présentation de justificatif. A-t-on une date pour la mise en place sur Oise et Maps, s'il vous plaît? Je pense pas qu'on ait de date, Morgane. Par contre, c'est évidemment des réflexions qui sont en cours pour pouvoir outiller les opérateurs de systèmes de navigation, surtout pour éventuellement gérer les déviations, donc éviter évidemment ces zones-là le plus possible. Si on doit vous donner une période, de toute façon, voilà, on va être sur début 2024 avec ce type de fournisseur, sachant que c'est pas simple, d'après ce que l'on a compris. En tout cas, je sais que la dernière réunion qu'on a pu avoir, le ministère est en échange avec Oise, me semble-t-il. Alors, je ne sais pas si tu étais là, Morgane. En fait, il y a enfin, c'est un petit peu... là, c'est leur affaire de négociation entre Oise et puis la DGITM. Et voilà, je sais qu'ils sont pour parler ensemble sur un petit peu entre guillemets, la contrainte pour Oise d'intégrer un certain nombre de données. Voilà, il y a plusieurs allers-retours entre Oise et le ministère sur le sujet. Est-ce que le TDM est applicable pour tous les modes de transport, y compris le fluvial, car pour le moment, cela n'a jamais été évoqué dans les réunions avec VNF et les organisateurs? Est-ce qu'on a des éléments de réponse à ce stade, Morgane? Alors, pas vraiment. De nos échanges avec la DGITM, le fluvial n'a pas vraiment été évoqué à proprement parler. Donc, je ne pourrais pas répondre à la question, mais on peut je la note et on posera la question à la prochaine réunion. Oui, en principe, le TDM doit regrouper l'ensemble. Évidemment, le focus qui est regardé majoritairement, c'est quand même la partie route. Il faut bien reconnaître, même si bien sûr, il y aura certainement une activité logistique par voie fluviale. En fait, la voie fluviale, on en reviendra peut-être un peu dessus, est forcément regardée puisque l'ouverture des JO se passe sur la Seine et donc c'est plus dans cette partie-là que évidemment la voie fluviale est regardée. Pour autant, en principe, le TDN doit intégrer l'ensemble de la réglementation, donc froide et chaude, c'est-à-dire froide descendante, chaude c'est celle qui va éventuellement évoluer au fur et à mesure évidemment des JO et sur le cadencement du fluvial, pour moi, mais on va bien sûr prendre en compte la question et la remonter absolument au service de l'État, mais pour moi, le TDM doit intégrer l'ensemble des informations, hein, quel que soit le mode. Bon, les autoroutes en question A1, boulevard périphérique, A4, A13, A14, A104 seront fermées 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en totalité. Alors, non, si elles sont concernées, alors si ces voies-là, ce qu'on peut imaginer, c'est que si ces voies-là ces axes-là sont concernés par des voies réservées, ce sera seulement une voie qui pourra être bloquée et dédiée au flux des Jeux Olympiques. La question qu'on s'est posée, c'est lorsque ces axes-là passent par des zones de sites olympiques, notamment comme le Stade de France. Ce que l'on suppose et ce que l'on peut imaginer, c'est que évidemment ces axes-là ne seront pas fermés. Par contre, certaines sorties le seront. Donc on pourra, voilà, les axes resteront ouverts pour traverser, pour permettre le transit,
mais il n'y aura pas de sortie possible à ce niveau-là. Mais pareil, ça reste à confirmer également auprès de la préfecture de police. Le rayon moyen d'une zone rouge, alors je vais peut-être prendre la réponse, mais comme on ne connaît pas l'ensemble des périmètres précisément, ça nous est difficile de vous donner un rayon moyen. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est ce que je vous ai déjà dit là précédemment, c'est que les zones vont être quand même relativement proches des sites et la zone bleue beaucoup plus importante selon les cas. En particulier, probablement au niveau du centre de Paris, où on suppose que Trocadéro et Concorde vont être assez impactés. Les zones de stockage pour livrer aux abords des zones rouges existeront-elles pour livrer, par exemple, des restaurants, hôtels et autres? Ça fait partie des éléments qui sont en cours, à l'étude, et qui feront probablement partie, en fait, de la partie concertation avec la préfecture de police. C'est effectivement des demandes qui ont été faites pour pouvoir s'assurer, évidemment, puisque les conditions de livraison sur les zones rouges vont être probablement que pédestres ou en cyclo-logistique, d'avoir au moins une approche véhicule, de pouvoir peut-être même, et là il y a un déploiement possible d'outils pour pouvoir réserver peut-être les aires de livraison, ou en tout cas l'espace de livraison un peu dédié. Mais en tout cas, ça fait partie du cheminement de réflexion qui est en cours, de pouvoir outiller les logisticiens de zones dédiées pour pouvoir être en approche, aussi bien d'ailleurs sur la zone bleue que pour la zone rouge à proprement parler. Est-ce que nous devrions faire des demandes spécifiques d'accès en amont pour pouvoir effectuer des livraisons en poids lourds et en matière dangereuse? Si j'ai bien compris, un bon de livraison sera suffisant. Alors, au niveau matière dangereuse, je ne sais pas. Ça dépend. Je suis moins sûr. Mais pour effectuer des livraisons classiques en poids lourd, il n'y aura pas besoin de faire de demande spécifique en tout cas sur la partie bleue et ni sur la partie rouge. Pour autant, il faudra vous conformer donc à un passage devant évidemment un type un peu barrière. Ils vont vérifier pourquoi vous êtes là et pourquoi vous avez besoin d'accès en fait. Et donc là, tout est la question dont on disait tout à l'heure sur éventuellement de bien accompagner les services d'ordre pour bien comprendre quels sont les documents qui donc accompagnent la marchandise, hein, puisqu'il peut y avoir plusieurs possibilités. Et toutes les portes de Paris seront accessibles en PL et super poids lourd. Alors, du coup, ça rejoint ce que vient de dire Jérôme. Il n'y a pas vraiment de distinction entre typologie de véhicules. En tout cas, il n'y a pas de... Enfin, pour l'instant, il n'y a pas de critères de taille. Après, voilà, il y aura différentes zones avec différents justificatifs. Et donc, ce sera plutôt ce seront les justificatifs qui feront foi et qui permettront d'entrer. Mais sur les zones bleues, alors et même les ports de Paris, il n'est pas question de bloquer l'entrée à certains types de véhicules. Voilà, on a essayé le plus possible de répondre aux questions du chat. Si vous le voulez bien, on va continuer, puisque c'était un petit peu le moment, finalement, juste après quelques éléments d'information, de pouvoir essayer de répondre à vos questions. Puis on va commencer à dérouler le restant de ce qu'on avait prévu de vous présenter. Et puis on se relaissera un petit peu de temps d'échange, main levée ou chat à nouveau. Et on prendra les questions. Il y a bien avancer, Morgane. Ah oui, pardon. Juste une question en plus, peut-être qu'on peut répondre. Bien sûr. Y aura-t-il qu'une seule entrée pour accéder dans une zone bleue? Donc, comme on disait, aujourd'hui, on ne connaît pas les modalités exactes d'accès et les points d'entrée. Donc ça fera partie de la réflexion à mener dans la concertation avec la préfecture de police. Alors, il y aura plusieurs zones d'accès, on imagine. Après, ce sera à voir avec la préfecture de police s'il est possible d'en dédier certaines d'entre elles au transport, aux activités de transport et logistique pour faciliter, voilà, fluidifier également. Et puis l'idée, c'est aussi que sur ces points d'entrée-là, on puisse peut-être avoir des forces de police qui soient
formés et un petit peu plus préparés à ces spécificités-là pour justement permettre une entrée plus fluide dans les zones. Mais ça fera l'objet de la concertation également. Bien, alors, si on peut avancer, Morgane, on va passer en tout cas au calendrier. Alors, je ne sais pas si vous l'avez en visuel. Ouais. Donc, on vous propose évidemment un petit calendrier qui vous donne finalement un peu les jalons, les grands jalons qu'il va y avoir entre aujourd'hui jusqu'à la teneur des JO et puis un petit peu après. Alors pour vous donner quelques explications très simples déjà, parce qu'évidemment vous avez à l'écran quelque chose d'assez dense. Les ronds sont un peu une légende vous permettant en fait d'imaginer un peu la progression en matière de restrictions. Hein. Donc plus on va arriver vers le mois de mars jusqu'au mois de juillet, août évidemment, et puis septembre la rentrée, puisque les JO vont s'installer entre juillet, août et la partie paralympique, donc en pleine rentrée. Donc avec l'ensemble des activités économiques installées. Donc ça va être les grands temps forts. Donc c'est pour ça que vous avez des temps, des cercles rouges un peu plus larges et d'une manière un peu plus sombre. Et ensuite, vous avez évidemment un peu la phase finalement un peu de démontage. Donc ce graphique, il faut le lire en 4 étapes. Aujourd'hui, finalement, la phase d'arbitrage des restrictions de la préfecture de police, c'est ce qui est en train de se faire. Imminemment, puisqu'on vous a même mis la date, il y aura certainement le 27 novembre. En tout cas, c'est la date que l'on a aujourd'hui. Il n'y a rien qui nous dit qu'elle sera reportée. Donc, un lancement des concertations avec les acteurs économiques. La préfecture, imaginez-vous le contexte aujourd'hui, c'est-à-dire de pouvoir lancer finalement des périmètres de sécurité dans un contexte géopolitique assez tendu sur lequel un bon nombre de pays demandent une sur-sécurité à juste titre, mais évidemment pour eux la concentration en dehors des sites et tout ce qu'on vous a donné est, d'après ce qu'on comprend, assez phasé vers l'ouverture des JO. Qui est un casse-tête assez important au niveau de la préfecture de police pour s'assurer un maximum de sécurité, est très ouvert, puisque la scène étant évidemment très ouverte et avec un bon nombre de clés de sécurité à recueillir. Et donc, il voulait annoncer l'ensemble, à la fois, bien sûr, les périmètres de sécurité au niveau de l'ouverture, mais aussi, bien sûr, au niveau des périmètres plus généralisés sur les différents sites JO. Alors, une fois que ce cadencement, normalement, ce qui est annoncé, c'est un petit mois de concertation avec les acteurs économiques. Donc, fin décembre, début janvier, on devrait avoir une communication publique. Donc, cette fois-ci, public, c'est au sens large, à la fois l'ensemble des acteurs économiques, mais aussi, bien sûr, privés, hein, de monsieur et madame tout le monde. Donc, pour que chacun puisse commencer, en fait, en tout cas, à avoir l'information adaptée et peut-être même commence à prévoir ce que Morgane vous a présenté, les fameux 4D, de pouvoir s'assurer en termes d'exploitation d'éventuellement soit dévier, soit reporter un certain nombre de livraisons et étudier avec ses clients la faisabilité de différentes livraisons. En cours, parce qu'on sait qu'il y a des réflexions sur ce sujet-là, et c'est pour ça tout à l'heure qu'on vous a montré la cartographie en fait des différentes villes, puisqu'il n'y aura pas que Paris, même si beaucoup va se concentrer à Paris, d'autres villes vont être concernées, avec certainement un peu moins d'intensité, mais pour autant, les préfets de département sont en train de regarder, évidemment, comment les modalités qui vont s'installer pour Paris vont être déployées similairement, probablement, dans les villes concernées par l'accueil de différents Jeux olympiques. Dans un deuxième temps, donc, la phase 2, hein, qui est à votre écran, au milieu finalement de timeline, la phase de montage hein, des sites temporaires qui va commencer à se mettre en œuvre à partir du mois de mars, avec bien sûr des montées progressives mais réelles de perturbations et puis bien sûr de restrictions, jusqu'à l'ouverture le 26 juillet, cette cérémonie avec énormément de restrictions. Alors, c'est énormément de restrictions
le jour, ou en tout cas les 2 jours d'ouverture et de cérémonie, et ensuite s'installeront bien sûr à proprement parler les restrictions au niveau des sites olympiques au moment où les Jeux vont se lancer et au moment où les JO auront besoin d'activer bien sûr le cadencement en fait de restriction des périmètres au fur et à mesure des différentes épreuves sportives. Et puis on aura un temps donc entre les deux où en principe, en tout cas de ce qu'on a compris, il n'y aurait pas d'interdiction évidemment au niveau des sites. Il est même peu probable que au niveau des axes des voies réservées, il y a une possibilité en tout cas de à nouveau les réutiliser. Mais ce sera vraiment un délai très court puisque les Paralympiques donc reprendront et cette fois-ci dans une rentrée scolaire avec évidemment un rythme habituel de l'ensemble de l'activité économique. Et c'est peut-être cette période-là qui est aussi très regardée parce qu'il y aura évidemment des conséquences assez importantes. On vous a qualifié aussi cette phase de démontage parce qu'elle n'est pas neutre. Évidemment, elle sera en dehors de tout puisque les épreuves sportives seront effectuées. Mais pour autant, ces phases de montage vont s'étaler jusqu'à fin octobre probablement et donc vont occasionner certainement quelques difficultés, restrictions de circulation aux abords des sites qui vont être concernés au niveau du démontage. Voilà, en tout cas, ça vous permet d'avoir un calendrier à aujourd'hui jusqu'au mois d'octobre 2024 avec l'ensemble du séquentiel qui nous paraît le plus important à connaître. Peut-être qu'on aura des éléments qui viendront s'ajuster. Hein. Tout à l'heure, les questions sur Oise, etc., ou un certain nombre d'outils qui viendront véritablement et officiellement s'inscrire et auquel cas, peut-être qu'on ajustera en conséquence donc, cette timeline. Mais pour le moment, et à ce stade, il nous paraissait intéressant pour vous d'avoir un mapping de ce type pour vous donner un peu ce cadre d'échéance, cet échéancier qui, malgré tout, va s'installer dans les prochains mois. Alors, ce qu'on voulait vous proposer aussi, c'est une petite évaluation des impacts sur les activités économiques. Alors, c'est difficile par rapport à vos activités. Et je pense que l'idée, c'était plutôt que vous vous en inspiriez éventuellement pour voir dans quelle mesure, à ce stade-là, hein, peut-être que quand on aura bien sûr les périmètres exacts des sites, l'échelle sera complètement différente. Mais pour autant, d'après les informations qu'on a pu avoir, et puis surtout par rapport à une carte qui existe de la Pure, qui est publique, hein, vous pouvez aller consulter cette carte-là, elle est à disposition par la Pure sur un site dynamique. Vous avez le lien en bleu là, en bas à gauche de la slide. On a essayé avec Morgane de refaire quelques cartographies. Alors pardon, c'est peut-être au compas, avec les informations qu'on avait entre les zones rouges et les zones bleues. Évidemment, il ne faut pas prendre pour argent comptant quelque part les chiffres, mais ça, on a essayé de vous le donner en tendance. Et sur les sites uniquement sur Paris Intramuros, puisque la carte dynamique de la Pure est uniquement basée sur l'activité économique de Paris Intramuros. Donc, ce qu'on a pris en compte, ce sont les commerces alimentaires, restaurants, hôtels, commerces non alimentaires, commerces de gros, services et agences, que l'on a essayé d'injecter en fonction des périmètres des différents sites concernés dans Paris, à savoir donc le Trocadéro, Champ de Mars, Concorde, Invalides et puis Bercy. Ce qu'il faut voir, c'est que en fait, la dynamique d'activité économique en fonction des sites est très variable. Vous allez avoir des sites qui vont être particulièrement concernés, puisque très au cœur de Paris, et donc forcément très proches de beaucoup de commerces. En tout cas des commerces que je vous ai listés dans la liste qu'on a retenue, et puis d'autres un peu moins, vous voyez, comme Bercy, sur lequel finalement, aussi bien sur, en tout cas la partie rouge et bleue, ne concerne pas tant d'acteurs économiques. Alors évidemment, quand on est sujet à livrer un restaurant dans cette partie-là et en zone rouge, c'est toujours problématique, ça je vous l'accorde, mais peut-être un peu moins que sur la Concorde, où évidemment, assez rapidement, on a énormément de commerçants tout autour.
Alors, à la grande maille, puisque c'est comme ça qu'il faut pour le moment prendre en compte ces informations-là, il y a à peu près 10% des commerces de Paris qui vont être impactés par l'ensemble en fait, des périmètres, donc Trocadéro, Champ-de-Mars, Concorde, Invalides et Bercy. On a pu nous recenser, encore une fois, près de 1500 restaurants qui vont être concernés, 500 commerces alimentaires dans les proximités de ces sites, 200 hôtels, assez concentrés d'ailleurs autour de Concorde et puis Trocadéro, et 2000 commerces non alimentaires qui vont bien sûr être également concernés par zone bleue ou zone rouge. Donc, ce qu'on vous invite à faire, évidemment, c'est peut-être vous, par rapport aux activités logistiques que vous avez, déjà de voir sur ce site de la Pure, qui est pas mal fait, éventuellement, évidemment, les zones sur lesquelles vous pourriez être concerné. Bien sûr que vous n'aurez pas encore aujourd'hui la cartographie exacte, mais de ce que l'on peut comprendre, elle devrait en tout cas être arrivée assez rapidement, puisque si la préfecture de police nous concerte, donc d'ici le 27, ces cartes-là vont forcément être proposées pour pouvoir avoir une réflexion avec l'ensemble des acteurs économiques sur les ajustements possibles, ou en tout cas probablement la gestion des entrées et sorties de ces différents périmètres. Pour finir, peut-être, Morgane. On voulait vous rebalayer un petit peu la position de TLF, justement, voilà, le rôle de TLF, que ce soit au niveau de l'UJOP ou à proprement parler TLF, et un petit peu les actions qui sont menées et les points d'attention, les points de vigilance en tout cas qui sont accordés. Donc comme Olivier a pu le présenter en tout début de présentation, TLF coanime la démarche l'UJOP, donc on est en relation assez régulièrement avec les différents pouvoirs publics, que ce soit notamment la DGITM et puis également la préfecture de police. On a un groupe miroir adhérent TLF dédié au JOP, donc on vous invite également à participer à ce groupe-là. Et puis, dans le cadre de la démarche l'UJOP, il y a différents groupes de travail qui sont montés. Donc, on a aussi plusieurs représentants par groupe de travail qui assistent à ces échanges directement. L'ensemble des travaux sont ensuite rebasculés dans le groupe miroir. Donc, voilà, n'hésitez pas à y participer. On va vous mettre en dernière slide nos contacts à Jérôme et à moi. Donc, voilà, contactez-nous si jamais vous souhaitez assister à ces GT-là. Donc, on est en échange, comme le disais, avec les différents pouvoirs publics, notamment dans le cadre de la concertation qui va être lancée très prochainement sur les périmètres et la nature des restrictions. On l'a déjà un peu abordé, mais de notre côté, on a une vigilance très particulière qui est accordée à certains points, et ça rejoint de nombreuses questions que vous nous avez posées dans le chat. Donc, ça concerne notamment la profondeur des périmètres des zones de sécurité, donc la cartographie de ces zones-là, et puis également la modalité d'accès à ces zones, évidemment, quel que soit leur périmètre. Donc, la question des ayants droit, et puis également des justificatifs d'accès pour ces ayants droit-là, et puis également la mise en place de points d'entrée et de corridors logistiques. L'idée, c'est de fluidifier au maximum l'accès à ces zones, et notamment de permettre de manière le plus simple possible d'accéder aux zones rouges et de pouvoir éventuellement se garer aux abords. Comment permettre, ça rejoint la question du stockage aux abords de la zone, pouvoir permettre les livraisons sur les zones rouges. Ça concerne également la question de livraison en horaire décalé. Il y a plusieurs groupes de travail sur la question au niveau de la ville de Paris. Voilà, donc c'est un sujet que l'on suit de très près. On a conscience que c'est pas la solution à tous les problèmes, et donc voilà, on suit avec attention et on fait remonter les difficultés que pose cette solution-là, qui peut être adaptée dans certains cas, mais pas tout le temps. Et puis, on suit également la mise en place des restrictions pour les sites olympiques qui sont hors Île-de-France. Olivier a présenté la cartographie des sites olympiques qui se tiennent dans toute la France.
Comme le disait Jérôme sur le calendrier, c'est des arbitrages qui ne sont pas encore, voilà, qui sont à venir. La question, en tout cas, est posée, même si les restrictions devraient être quand même moins fortes que pour Paris, parce que l'on suppose, voilà, les épreuves ont lieu majoritairement en dehors des centres-villes, ce qui est la grande particularité pour Paris. Donc, on peut supposer que il y aura peut-être les dispositifs de sécurité se rapprocheront de ce qui se fait déjà aujourd'hui pour des événements sportifs qui ne sont pas aussi, de aussi grande ampleur pour les JO. Mais on reste au niveau de nos délégations régionales assez proches aussi avec les préfectures pour être au courant de ces dispositifs-là. On a mis également en place une communication adhérent assez forte sur le sujet, donc que ce soit via des formats webinaires comme on le fait à l'instant. Il y aura ce genre de séquence régulièrement lorsqu'il le faudra en fonction des informations que l'on récupérera auprès des autorités. Et puis, comme je le mentionnais au début, il y a également le GT Lujop, donc n'hésitez vraiment pas à y participer pour la diffusion de toutes ces informations-là. Et puis pour finir, on est en train de mener une réflexion avec la commission communication de TLF pour monter une campagne de valorisation des métiers à l'occasion des JO. Les Jeux Olympiques vont poser des grands problèmes, vont poser en tout cas des questions sur les ressources humaines à disposition pour ce type d'événement. Il y aura un besoin accru. Donc, on souhaitait faire le lien aussi sur ce sujet social-là, assez essentiel. Et voilà, l'idée, c'était de mettre en avant le fait que dans la logistique et le transport, on retrouve les mêmes valeurs que dans le sport. Et puis, certaines personnes, certains employés sont également des sportifs. Donc, voilà, de faire le lien entre les deux. Et cette campagne-là est en cours de construction. Merci Morgane. Donc vous avez à l'écran les deux contacts, celui de Morgane et le mien, pour pouvoir éventuellement donner, en tout cas, soit vous inscrire bien sûr à notre GT Groupe Miroir ou nous poser différentes questions au-delà de ce webinaire. Alors, on arrive à l'issue de la présentation. Si vous avez des réactions un peu en live, je vous invite à lever la main et puis à poser votre question. On a je crois qu'il y a eu une question ou deux. Alors, je ne sais pas si on y avait répondu. Oui, si tu as répondu, Olivier, il y aura effectivement la possibilité d'un replay pour ce webinaire. Bonjour, de manière plus générale, comment s'intègre le parcours de la flamme dans ce calendrier? Y a-t-il des informations relatives aux mesures de sécurité, blocage, circulation? Est-ce que cette manifestation s'intègre dans le périmètre de travail du GT? Alors, je peux répondre, bien sûr. Donc, c'est ce que je présentais en début de webinaire sur la partie des événements ponctuels. Donc, ça se rapproche notamment des épreuves sur route telles que le marathon ou le triathlon. Vous retrouvez sur Internet le calendrier du relais de la flamme. Donc, le parcours sera en Île-de-France et sur Paris du 14 juillet au 26 juillet, puisque ça se termine évidemment avec la cérémonie d'ouverture. Donc, ça s'intègre pleinement dans cette réflexion des mesures de sécurité. On peut supposer que ce sera le même principe que pour les autres épreuves sur route, même si aujourd'hui on manque de détails vraiment, notamment sur les temporalités et les horaires de fermeture aux abords de ces parcours-là. Mais donc, il y aura des blocages de circulation, évidemment, lors de cette période-là. Mais aujourd'hui, on ne connaît pas, si on connaît les jours de cette déambulation, mais on ne connaît pas le parcours détaillé de la flamme. Vous retrouvez les villes par jour, ça, vous le trouvez sur Internet. Mais par exemple, pour le Paris Intramuros, on ne sait pas exactement quel sera le parcours de la flamme. Et donc, oui, évidemment, ça s'intègre dans le périmètre de travail du GT puisque ça concerne
tout type d'événements qui va donner lieu à des dispositifs de restriction sont pris en compte dans le GT. Et donc là, c'en est un évidemment. Alors, une dernière question. Pouvons-nous utiliser le contenu de ces diapos pour nos communications internes, communication client, communication fournisseur? Sans problème, volontiers. Ça a vocation à être diffusé le plus largement possible. J'espère que ça vous a été utile. Nous, ça nous semblait important de faire un point à date, même si, comme vous l'avez vu, il reste un certain nombre d'interrogations. Soyez assurés, évidemment, que nous sommes très mobilisés. Parfois, on l'a dit dans des termes évidemment diplomatiques, mais nous, on met aussi une forme de pression, en tout cas de demande exigeante pour qu'on ait les informations les plus tôt possible, pour que vous puissiez faire votre travail dans les meilleures conditions et anticiper au mieux les choses. On continuera à vous informer dès que possible et n'hésitez surtout pas à nous remonter à la fois vos points de vigilance. On fait des notes régulièrement auprès des différents cabinets, des différents interlocuteurs. Et je remercie évidemment Morgane, Jérôme et puis tous les adhérents qui sont impliqués pour co-construire ensemble ce chemin vers des Jeux Olympiques qui seront réussis, j'en suis sûr. Merci à tous et je vous souhaite une très bonne journée.